Merci beaucoup. J'ai eu plusieurs commentaires depuis ce matin. Le plus fréquent était j'ai pas compris le titre. Je vais au moins essayer de vous expliquer le titre, mais essayer un peu plus, parce que cette notion de jumeau numérique est en train d'envahir l'espace et parfois de façon erronée, avec ce que j'appellerais des cousins, voire des cousins éloignés numériques. Tout ressemble, on veut toujours dire il y a de l'intelligence artificielle, il y a du jumeau numérique, et ça n'est pas toujours le cas. Voilà. Il faut donc appuyer sur l'une des touches. Voilà. Alors actuellement, tout le monde connaît la simulation conventionnelle, ou le concept de jamais la première fois sur un patient. Un acteur doit effectuer un acte, il va l'effectuer sur un système qui est à côté, il va apprendre à faire une ponction pleurale, une ponction lombaire, etc. Et quand il en a fait suffisamment, il va le faire sur un patient. Le principe du jumeau numérique est quand même différent, c'est-à-dire qu'on a un objet cible qui va faire l'objet d'une analyse très fine et idéalement exhaustive de ses caractéristiques et le plus difficile de ses réactions. On va alors élaborer un jumeau avec un maximum de similitudes, idéalement une copie parfaite, sur lequel on va déclencher des actions qu'on voudrait déclencher sur la cible. On va observer la réponse, on va faire varier les choses et petit à petit, on va arriver à une réponse optimale que l'on va appliquer à ce moment-là sur le modèle. Mais le modèle va immédiatement changer. Donc il faut répéter la même action immédiatement après. Donc le vrai jumeau numérique, il est totalement dynamique, c'est de l'extempo avec en permanence une variation de l'objet. À partir de ce modèle, on peut la liste n'est pas exhaustive, élaborer des formations à des acteurs, ça c'est le plus simple, et aussi préparer des gens à des actions en situation aiguë, difficile. C'est le projet de Sorbonne Université qui malheureusement a la plus grande expérience dans le monde d'accueil de victimes d'attentats en France. À Nice, vous avez eu votre lot, qui a été d'ailleurs très bien géré, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les équipes ne sont pas habituées à accueillir des victimes d'attentats. Quand on fait tout le temps de l'orthopédie classique, recevoir des gens avec des fracas énormes, etc., c'est différent. On fait une recherche des réponses, des formations optimales, on invente des réponses, on invente de nouveaux acteurs. Ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de voir qu'on est souvent figé dans des parcours qui sont toujours les mêmes et dans lesquels on garde aux acteurs des responsabilités et des actions qui reposent sur de vieilles techniques. On va faire des études d'impact économique, sociologique, etc. In fine, on veut tendre vers une utilisation en temps réel pour la gestion des situations de crise. Les militaires le font déjà. Nous avons visité un certain nombre de centres de simulation dans le monde de militaires qui ont affaire à des situations de crise et d'attentats. Vous imaginez aisément où on est allé. Et on voit bien qu'ils disposent de réponses parfois en temps réel pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut disposer les gens. Il faut savoir que dans les attentats de Paris, on estime qu'un certain nombre de gens auraient pu peut-être, dans d'autres conditions d'anticipation, être mieux pris en charge, mais comment demander ça à des équipes qui ne le font pas tout le temps? Alors le premier stade de cette évolution, c'est la modélisation simple. Là, j'ai pris un papier simple, 2 chimio néoadjuvantes, et on prévoit la réponse à la 4e. Bon, là, vous voyez, on est dans des modèles simples, et c'est de la modélisation, on est loin du jumeau numérique. Mais j'entends parler des fois de dire on a fait un jumeau numérique de la réponse. Non, c'est de la modélisation simple. Ensuite, on essaye de diviser les patients en catégories de plus en plus fines. Vous avez ici 2 exemples où on voit bien qu'on a divisé selon le profil
de chaque tumeur du sein, les patientes, dans des groupes différents, et puis ce papier de Gennari et André qui montrait bien qu'on pouvait aller vers des groupes de plus en plus fins. Mais on n'est pas encore au modèle unique, on n'est pas sur le patient, on ne sait pas si la réponse, alors elle est testée sur un groupe de plus en plus fin, mais on n'a pas la réponse. Voilà 2 diapos qui sont gênantes. Elles ont vieilli, mais elles restent d'actualité. Sur la diapositive de gauche, vous avez 3 modèles de prédiction du risque de cancer du sein. Des modèles robustes, comme on dit, Thierry-Arcusic, BRCA Pro et Claus. Eh bien, quand vous voyez la réponse des groupes de femmes à risque de 20%, vous voyez que la zone en gris foncé est celle où on trouve les mêmes femmes, et tout le reste, c'est différent. Donc les modèles qui marchent dans un sens, on élabore un modèle, et ensuite on le teste de façon anticipée, et là, on s'aperçoit que ça ne donne plus du tout les mêmes résultats. De même, pour les chimiothérapies, alors les pourcentages ont varié, mais en gros, on est loin de dire cette chimio est nécessaire pour la patiente. Alors on va de plus en plus loin, mais on n'y est pas encore. On le fait même pour le dépistage, donc je ne vais pas revenir sur la brillante démonstration de Suzette. On voit bien qu'on essaye de mieux modéliser. Mais n'oublions pas quand même que ce cancer du sein reste un cancer qui, le plus souvent, est sporadique. Et donc, vouloir à tout prix le faire rentrer dans des catégories, plus de 50% des cancers, dans moins de 50% des catégories, à mon avis, il va falloir du temps. L'intelligence artificielle est mise à contribution. Là, par contre, vous voyez, c'est un papier de Fabrice André sur le groupe HER2 intermédiaire, HER2 faible. Et là, avec l'intelligence artificielle qui analyse le devenir des patients qui étaient HER2 faibles, qui analyse les autres paramètres, on arrive à une certaine médecine de précision, et en particulier, on utilise là le machine learning qui fait qu'on va, avec les données au fur et à mesure, améliorer l'algorithme de calcul. Mais, et je l'ai mis en vert, au-delà d'une certaine période d'utilisation, l'algorithme initial, qui était garanti par le concepteur, devient une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Et dès lors, quelle garantie pour le patient? Lorsque j'ai défendu ce projet à l'Assemblée nationale lors des lois de bioéthique, on a décidé que désormais, il y aurait 3 responsables. Le fabricant du logiciel, mais il dit, moi, après, vous avez mis du machine learning, si vous mettez des données à la con dedans, mon logiciel, mon algorithme, il ne fonctionne plus. Donc ça, les données, et puis, in fine, vous resterez responsable de l'analyse de la décision finale de l'algorithme pour dire est-ce qu'elle est compatible avec une bonne prise en charge. Donc vous voyez, on en revient quand même aux médecins décideurs. C'est quelque chose, ce phénomène de boîte noire est très dangereux. Alors ça a été présenté ce matin, réalité virtuelle, on améliore la lecture des IRM, etc. Mais je vous le dis tout de suite, on est loin du jumeau numérique, on améliore des choses, ça simplifie l'analyse, et c'est très bien, et donc je voulais quand même citer ce travail qui est important. Mais abordons à présent le vrai concept du jumeau numérique. C'est un modèle virtuel conçu pour refléter un objet physique et aussi et surtout ses réactions, ce qui constitue une étape essentielle mais très complexe. Alors on met des capteurs, on obtient des informations qu'on transmet, et si le flux des données est suffisant, eh bien on peut faire la boucle au fur et à mesure, l'objet change et on retransmet de nouvelles données, et on a une décision qui évolue. Vous imaginez bien que la décision à la sortie du Stade de France quand il y a eu les attentats, elle n'était pas la même quand il sortait 500 mecs par minute et quand il s'est mis à sortir 10 000 personnes par minute. Donc c'est là où la notion de temps réel est importante. En fait, et là je vais quand même vous distraire un petit peu, du moins j'espère, la NASA a été la pionnière. Lors de Apollo 13, dans les années 60,
elle voulait envoyer à nouveau un homme sur la Lune. Donc un équipage est parti, mais il y avait un autre équipage qui a été fait en même temps avec une capsule exactement la même qui était, lui, resté à Houston. Et donc chaque équipage et chaque capsule était reproduit. Le 14 avril 1970, à 300 000 km de la Terre, Swigert fait une manœuvre simple, il ouvre l'oxygène et boum, court-circuit, explosion. Et Swigert prononce cette phrase qui pour moi était célèbre, mais chaque fois que je dis qu'elle est célèbre, les gens ne la connaissent pas. Alors, elle va peut-être devenir célèbre grâce à moi. Houston, I believe we have had a problem. Je crois qu'on a eu un problème. Mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe en dehors de la capsule. Et Houston, sur la capsule jumelle et avec un équipage jumeau, va imaginer une réparation, mais avec vraiment des bouts de ficelle, des trucs, en débranchant des trucs, en enlevant des câbles, en les remplaçant, etc. Et cette réparation imaginée en live permet à l'équipage de revenir sain et sauf. C'était, selon moi, le premier exemple de jumeaux numériques réussis. Alors, ce papier est très connu pour la médecine personnalisée, mais je vous dis franchement, il est un petit peu décevant puisqu'il définit le concept on définit des jumeaux, 10 jumeaux sur lesquels on teste 10 traitements différents et on voit ce que ça donne. Mais ça n'a pas été fait, c'est le concept. Donc c'est bien, mais on en est encore au concept. Alors il y a plusieurs systèmes qui existent actuellement, que je vais développer très rapidement. Il y a Cardiotest, qui est financé par l'Union européenne, Optimize, qui travaille sur les cornets, un jumeau numérique de cornets, Predisearch sur les endoprothèses, Digital Orthopedics, Epinove. Alors Epinove est très intéressant parce qu'il permet de voir quelle est la zone chez quelqu'un qui est atteint d'épilepsie, qui est la zone de déclenchement des crises d'épilepsie, et de la détruire très spécifiquement. Il vous fait une reproduction du cerveau. Nous avons ce système qui fonctionne à l'Institut du cerveau et de la moelle, et vous pouvez à ce moment-là pouvoir détruire uniquement ça, parce que le problème de l'épilepsie, c'est que des fois, vous déclenchez une paraplégie là où vous aviez uniquement l'intention de faire un traitement de l'épilepsie. Alors, il y en a un qui fait la recherche sur les nouveaux médicaments, et nous, je vais vous en dire quelques mots, parce que quand même, que je ne sois pas venu pour rien, nous avons un projet d'institut universitaire crise-attentat à Sorbonne Université, en collaboration avec Orange, EDF, Mines Télécom, et Dassault Systèmes va rentrer également dedans. Le principe de ce projet, je reviendrai au projet après. Là, il y a une diapo que je voulais vous montrer. Pendant la crise du Covid, dans les services de réanimation, on essayait de trouver la situation la plus favorable pour mettre le lit du patient et l'extracteur de Covid. Eh bien, vous voyez que sur les 3 courbes de droite, selon la modélisation, mais pas la modélisation puisque c'est fait en temps réel, on bouge le lit du patient, on le laisse respirer, on continue l'extraction, on voit qu'il y a des cas où on peut extraire 70% de virus et dans d'autres cas seulement 20%. Alors il y a également ce projet que j'ai eu l'occasion de voir, c'est au Boston Children's Hospital, avec les IRM, les échocardios, tous les examens de l'enfant, scanner et tout ce qu'on peut imaginer, ils refont exactement le modèle de la cardiopathie de l'enfant. Et c'est sur ce modèle qu'ils décident de la voix d'abord, qu'ils expliquent aux parents ce qu'ils vont faire et que l'équipe s'entraîne la veille. Je suis certain que par contre, ça c'est du jumeau numérique assez simple puisque c'est anatomique, c'est limité dans l'espace, il y a peu d'interactions. Et donc ça va être probablement l'étape. Mais elle fonctionne déjà, je vous dis tout de suite, ça fonctionnera. Et puis, il y a un autre modèle en médecine qui est l'enrichissement des essais cliniques par simulation numérique. La FDA, maintenant, a autorisé cela, c'est-à-dire que vous pouvez faire un essai sur 75 malades et l'étendre à 100 malades par enrichissement des essais cliniques, c'est-à-dire que vous construisez
un jumeau numérique de la population des 75% et vous testez dessus les réponses que vous avez obtenues sur les 75% qui sont là. Vous voyez bien l'intérêt, c'est d'aller plus vite dans des recherches. Avec ce modèle, des recherches sur l'ARN messager dans les vaccins auraient permis de ramener pratiquement à 8 mois le délai entre le lancement de l'essai et les premiers résultats. Donc vous voyez qu'il y a aussi une question de course contre la montre et de coût. Enfin, il y a des jumeaux numériques des villes. La ville de Singapour construit son jumeau numérique grâce à quelque chose que dont je voudrais vous parler, c'est l'Internet des objets. Maintenant, tous les objets deviennent liés à Internet et en particulier la 5G. C'est pour ça qu'Orange travaille avec nous. Il faut, pour pouvoir avoir suffisamment de bandes passantes pour étudier des choses qui sont en temps réel, eh bien, il faut de la 5G. Et ça, c'est désormais possible. On aura des pastilles sur les gens qui travaillent, les lieux, les endroits, les objets, les blocs opératoires, etc., pour arriver à imaginer les choses. Alors, je vous signale que les rugbyman font déjà pareil. Je ne sais pas si vous avez regardé le match France-Australie. Et bien sûr, heureusement, à la fin, j'étais au bord de la crise cardiaque. Eh bien, les joueurs avaient des pastilles qui permettaient, des puces qui permettaient de les suivre, qui permet ensuite à l'entraîneur de dire « Écoute, Pépère, tu as quand même beaucoup moins couru que les autres, donc c'est peut-être qu'un jour on verra des mecs tourner sur place simplement pour faire tourner la pastille. » Mais il n'en reste pas moins. Et le plus extraordinaire, c'est que je vous signale que le ballon aussi avait été équipé d'une puce. Donc nous avons obtenu le même financement pour les gens qui travailleront dans ce centre prise en charge crise et attentats. Alors, effectivement, nous avons malheureusement une expérience importante à Sorbonne Université, puisque depuis 2015, nous avons près de 500 patients victimes d'attentats et victimes gravissimes, mais de nombreux décès. Nous avons ce programme avec le RAID, le service de santé des armées, et nous avons, enfin pas moi d'ailleurs, l'équipe qui travaille là-dessus fait des publications, y compris dans le Lancet, sur le sujet en travaillant en collaboration avec Nice, qui a eu d'excellents... Enfin, malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes, mais la réponse de Nice a été très importante. C'est-à-dire que Nice avait peu de lieux d'accueil, et donc il y a eu finalement moins que ce qu'il y a eu à Paris, où le soir des attentats, il y avait 10 lieux d'accueil différents, et voilà, c'était très difficile. Alors nous avons créé une première étape, qui est un DPC, qui s'appelle Base de la médecine tactique au service des forces d'intervention, qui marche très bien depuis 5 ans, et une partie de la démonstration a lieu dans ce qu'on appelle une salle immersive, qui reproduit le lieu de l'attentat. Chez nous, c'est le sous-sol de la fac, qui est dans le noir, avec de la fumée, etc. Il y a même des odeurs de sang, parce que je peux vous dire que c'est quelque chose qui intéresse. Alors ça, c'est la première étape. C'est de la simulation, comme j'ai décrit au départ. Et la prochaine étape va avoir lieu. Nous avons la chance d'avoir un parrain qui nous permet de lever des fonds importants, pas autant que pour Notre-Dame, mais c'est le général Georgelin et Frédéric Salavarou, ancien secrétaire général de l'Élysée. Et donc, nous allons avoir un bâtiment dédié sur cette question et une chaire d'excellence. Alors, en oncologie, il me reste 11 minutes, c'est bien. Le modèle de conception du quasi-jumeau numérique, alors vous connaissez comme moi ce papier qui essaye de faire un jumeau des patients et de voir la pharmacocinétique des produits et puis l'impact sur les cellules tumorales et d'essayer de reproduire. Mais on est là aussi encore dans de la modélisation. J'ai mis ce papier parce que je me demandais si des gens seraient présents, Sandrine Chéreau, que je connais bien, et qui ont sorti ce papier sur l'utilisation d'un jumeau numérique pour voir de quelle façon traiter le lymphœdème. Et je peux vous dire que la lecture de cet article est impressionnante. Alors, le papier qu'il faut lire, et puis l'université américaine qui s'est lancée à fond là-dedans, c'est l'université de Stanford. Et ce papier, qui est de
2021 dans Nature Médecine montre bien que demain, le jumeau numérique sera un paradigme incontournable pour le traitement des cancers. Je dis ça pour tous ceux qui préparent des IHU. S'il n'y a pas un peu de jumeau numérique dedans, ça va faire pauvre. La dimension éthique, elle est capitale. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation européenne qui encadre cela. Aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, la FDA a permis qu'on puisse travailler sur des populations, y compris virtuelles. Et donc, il faut faire très attention et ce sujet n'est pas suffisamment à l'ordre du jour. Enfin, il faut tenir compte d'une science nouvelle qui s'appelle la science des systèmes complexes. Alors là aussi, même moi, j'avais du mal à comprendre au début, quand ça a été créé. Mais en fait, le principe est très simple. Un objet A a une action, un objet B a une action, mais quand vous mettez A et B ensemble, ça vous donne des actions qui sont différentes de A et de B. C'est-à-dire que l'interaction est très forte. Ce qui est amusant, c'est qu'un poète soufi du XIIIe siècle a dit « Vous pensez que puisque vous comprenez 1, vous devez également comprendre 2, parce que 1 et 1 font 2. Mais vous devez également comprendre en quoi consiste le « et » qui peut tout changer. Et ça, c'est exactement la science des systèmes complexes. Mon avant-dernière diapositive. Donc, ça paraît, et c'est très intéressant. Vous connaîtrez ça pour les plus jeunes, vous l'utiliserez, j'ai aucun doute là-dessus. Mais on est encore loin des jumeaux numériques complexes qui, surtout, baseraient des décisions totalement dictées par les données. C'est ce que j'appelle les décisions data-driven. En fait, et à ce jour, nos décisions doivent rester aidées par les données, c'est-à-dire data-assisted, en combinant des propositions élaborées par l'intelligence artificielle à partir de recommandations, de la recherche de cas similaires, du machine learning, mais avec son risque de boîte noire. De plus, elles doivent impérativement passer par le filtre de l'intelligence collective et la RCP reste essentielle. L'intelligence, le filtre également de l'intelligence humaine et émotionnelle, c'est-à-dire le partage de la décision avec le patient et la responsabilité du soignant, c'est-à-dire une conscience face à une confiance. Et je terminerai sur cette diapo de Georges-Louis Borges. Je suppose que tout le monde l'a lu, là quand même. Je ne vous ferai pas l'injure de demander qui a lu des choses de lui. Mais il a écrit un petit texte qui date de 1946, qui s'appelle Del rigor en la ciencia, et qui dit « En cet empire, l'art de la cartographie fut poussé à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville, et la carte de l'Empire, toute une province. Malgré ça, le résultat n'était pas satisfaisant. Bref, les données ne suffisent pas, le chemin est encore long, mais le résultat, même imparfait, en vaudra la peine. Merci de votre écoute. Très bien.